L'objectif de ma présentation, ça ne se veut pas du tout exemplaire, et vous allez voir que ça ne l'est pas à la base. C'est vraiment un retour d'expérience sur 5 années de la reconstruction d'un service de santé et de prévention au travail dans une structure qui est le centre de gestion que je vais vous présenter très rapidement. On a voulu, et c'est le FIC qui nous a invités à le faire, à vous expliquer les réelles difficultés qu'on a pu rencontrer à un moment donné dans la gestion de notre service, de notre pôle, qui visait à assurer la santé de plus de 30 000 agents. Et à un moment donné, on n'avait plus de médecins. Donc ça, je pense, le quotidien de pas mal de structures privées et publiques. Donc ça, on verra que c'était un constat, et le constat c'est bien, mais après qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse éventuellement changer? Alors moi, mes fonctions, je suis référent handicap au CDG 76, et puis j'ai des fonctions de conseil en évolution professionnelle et chargé aussi des questions de reclassement. Ce qui fait que je suis amené à travailler avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle santé et prévention du CDG. Le CDG, c'est quoi? Parce que je pense qu'ici, la plupart, vu que ça traite de la thématique de la fonction publique, certains nous connaissent, ceux qui sont du versant fonction publique territoriale, peut-être qu'à l'État et à l'hospitalier, on est un peu moins connus. On est en fait un établissement public au service des collectivités locales pour gérer leur personnel, pour faire simple. On est comme une espèce de DRH externalisé au service des élus employeurs. En l'occurrence, notre conseil d'administration est constitué exclusivement d'élus locaux pour lesquels on est payé et pour lesquels on doit gérer leur personnel par délégation, notamment pour les collectivités qui font moins de 350 agents, c'est-à-dire la quasi-totalité des collectivités en France ont moins de 350 agents. Et donc ces collectivités délèguent une bonne partie de leur gestion des ressources humaines auprès de chaque centre de gestion qui a une compétence sur chaque département, un CDG par département en France. On a donc, nous, en Seine-Maritime, un peu plus de 1000 collectivités qui nous sont affiliées. Il y a des grosses collectivités qui décident d'être volontairement affiliées, elles peuvent le faire. Par contre, les plus grosses, très clairement, gardent leur autonomie de gestion des ressources humaines et se débrouillent, structurent une DRH et assurent de manière autonome leur gestion des ressources humaines. C'est le cas des grandes villes comme Le Havre, comme Rouen, comme le conseil départemental, le conseil régional, etc., etc. On gère au quotidien, ça c'est un chiffre intéressant, 14 000 carrières, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, parce qu'on suit la santé et la prévention de beaucoup plus, de plus du double des agents, et vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, la gestion des carrières des collectivités affiliées, c'est 14 000. Et on est à peu près 83 collaborateurs, dont vous allez voir aussi une bonne partie est dédiée à la politique de médecine et de prévention des risques professionnels. On a des missions obligatoires qui nous sont dévolues par la loi de 1983 et 1984. Dans les missions obligatoires, on a la gestion de carrière, le conseil statutaire, tout ce qui est dialogue social, le secrétariat du conseil médical. On commence déjà à toucher un peu aux questions qui nous intéressent. On organise les concours de la fonction publique territoriale. On a une vue sur la gestion et l'organisation de la bourse de l'emploi. Et puis on fait du conseil en évolution pro, du conseil sur le handicap, du reclassement pro, comme je vous l'ai dit. Et puis on a des missions optionnelles. C'est-à-dire que la cotisation obligatoire couvre bien tout ce qui est mission obligatoire, et chaque centre de gestion en France a le choix de développer d'autres missions qu'on qualifie d'optionnelles, parce qu'elles nécessitent pour les collectivités locales qui font le choix de ce type de prestation de payer un surplus. Et donc il y a des collectivités affiliées ou non affiliées qui vont faire le choix de faire appel à ces missions optionnelles auprès du centre de gestion, et il y a notamment la question de santé au travail. On gère aussi pas mal de bulletins de paye pour pas mal de collectivités qui nous le délèguent. On assume aussi du conseil en recrutement, des missions temporaires, c'est un service de remplacement pour les collectivités, de l'archivage, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. Le service de santé au travail et de prévention des risques professionnels a été créé depuis pas mal de temps au centre de gestion en 2008. C'est une prestation qu'on a proposée aux collectivités depuis pas mal de temps. C'était principalement des ingénieurs en prévention des risques professionnels et des médecins de prévention. Ils s'appelaient à l'époque médecins de prévention.
n'étais pas encore médecin du travail. Et puis, ma mission a été créée, moi, en tant que chargé de mission handicap, non pas rattaché au pôle santé et prévention, mais au pôle emploi territorial, il y a à peu près une dizaine d'années. Vous allez voir qu'on a connu un léger trou d'air. Alors, ça, c'est l'équipe actuelle qui est plutôt stabilisée, et j'espère qu'elle est stabilisée. On voit qu'il y a 10 médecins du travail, 4 infirmières de santé au travail, 2 ingénieurs en hygiène et sécurité au travail, 3 ingés ergonomes, 2 psys du travail, tout un staff de direction qui manage et coordonne toute cette activité, ma petite place ici en dehors, et puis tout un staff administratif, avec notamment 5 secrétaires médicales. Ça, c'est aujourd'hui. C'est beau, c'est bien, j'espère que ça va durer, mais ça peut être toujours un long fleuve tranquille, très clairement. C'est-à-dire que de 2008 à 2017, on arrivait à avoir pas mal de médecins de prévention, et on arrivait à faire face à nos demandes de nos collectivités pour le suivi médical et puis toute la politique de prévention des risques professionnels. Petit couac, en 2017, il a commencé à avoir un départ de médecins du travail, et puis 2 départs, et puis 3 départs. Et puis là, on en parlait avec le DRH de l'hôpital du Havre. En fait, c'est les dominos, parce que ceux qui restent reprennent le travail de ceux qui sont partis. Et au bout d'un moment, eux, ils en ont marre, donc ils partent aussi, et ainsi de suite. Et là, au bout d'un moment, on a été face à une hémorragie en 2018, on est passé de 8 médecins en quelques mois à 3 médecins du travail. Et là, on s'est dit, oh, on fait quoi? Parce que, accessoirement, nos clients, nos collectivités locales, payaient toujours des prestations en vue du suivi médical et de politique de prévention. Donc là, ça a été un peu compliqué pendant un moment. Et puis, on s'est dit, maintenant, on fait quoi, concrètement? Est-ce qu'on jette l'éponge, et puis après tout, on fera, comme d'autres, appel à des prestataires privés, et puis, si ça a fait son office, pourquoi pas? On s'est dit, on va essayer quand même de faire autre chose, et de faire revenir, si possible, des médecins, et de réfléchir à comment on peut réorganiser complètement le pôle santé et prévention. Il y a eu un changement radical, ça a été déjà la direction du pôle. On a recruté quelqu'un, et je vais la citer, c'est Isabelle Carpentier, parce que tout ce qui a été fait et tout ce que je vais vous présenter, c'est clairement elle qui doit récupérer ces lauriers-là, parce qu'elle a fait vraiment un gros travail de reconstruction intégrale de ce pôle, et qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt pas mal structuré. La vraie question, c'est un peu la remise en cause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les médecins partent en nombre en si peu de temps, c'est qu'il y a des raisons. Enfin, c'est pas par plaisir qu'ils partent, c'est qu'il y a forcément des raisons objectives. Et on a commencé à les questionner. C'est-à-dire qu'on s'est fâché avec, a priori, aucun médecin de prévention qui nous a quittés. Par contre, on a pris soin, avant qu'ils partent, de les rencontrer, de leur poser des questions, et qu'ils nous fassent un retour brut de décoffrage, sans filtre, en disant tu nous quittes, maintenant on le regrette, mais pourquoi concrètement tu nous quittes? Et donc là, on a listé plein de choses qui n'allaient pas. Alors on en avait un peu conscience, de là à avoir la conscience qu'ils allaient nous quitter pour toutes ces raisons qui se cumulaient, on a peut-être été un peu naïf là-dessus. Là, c'est une remise en cause totale de notre organisation, de notre fonctionnement. On a commencé par réfléchir au nombre de centres de visite médicale. Pour la petite histoire, avant 2018, on avait 180 lieux de visite médicale répartis sur la Seine-Maritime. C'était complètement hallucinant pour les médecins. C'est-à-dire qu'ils passaient plus de temps dans leur voiture qu'à faire des visites médicales ou des audits en santé dans les collectivités locales. Donc là, effectivement, ça rendait service aux agents, aux élus, puisque on faisait 5, 8, 10 km, on avait un centre de visite médicale au pied de chez nous. C'était super pratique. Sauf que c'était beaucoup trop, et en plus de ça, ils étaient pour la plupart pas du tout adaptés à des visites médicales. C'était le bureau du maire, on mettait un drap, parce qu'on se mettait un peu tout nu dans le bureau du maire, et puis qu'il y avait les collègues qui avaient le bureau qui donnaient en face. Enfin, c'était un peu ça quand même. Au bout d'un moment, ça a terminé. Donc on est passé de 180 à 25 centres mutualisés. Ensuite, amélioration des relations avec les collectivités. Il faut dire qu'elles étaient un petit peu tendues, on leur a dit qu'on avait de moins en moins de médecins, et forcément, c'était un peu compliqué. Et puis, des dysfonctionnements internes, c'est-à-dire que normalement, le dialogue avec les médecins, il était un peu rompu, il nous a rencontré des difficultés, et il y avait une espèce de surdité de la part de la
direction, et ça, il a fallu travailler dessus. Et après, on s'est dit, bon, dans un premier temps, on peut peut-être créer des postes d'infirmières de santé au travail. Ça peut être un renfort intéressant, ça ne va pas complètement remplacer l'ensemble des médecins de santé qui nous manquent. Et on s'est vite aperçu, en les faisant travailler ensemble, que ça fonctionnait super bien. Et que c'était des gens sur qui on pouvait compter, qui prenaient vraiment un bon relais dans cette politique médicale et de prévention. Et il y a notamment eu quelque chose d'important, c'était un protocole qui a été coécrit par les médecins et par les infirmiers pour savoir jusqu'où chacun allait dans ses prérogatives, ses compétences, jusqu'où le médecin pouvait superviser certains avis d'infirmiers. Ça n'a pas été simple non plus à mettre en œuvre, mais au bout d'un moment, qu'on est tous autour de la table et qu'on met tout, et que tout le monde signe le protocole parce qu'il y a participé, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et puis après, le constat, c'est que 3 médecins, malgré tout, ça ne suffisait pas. Donc là, il y a eu des démarches de la directrice du pôle, hyper proactive, qui a appelé partout, qui a mis des annonces partout, qui a fait fonctionner des réseaux professionnels pour essayer de recruter de nouveau des médecins. 2019, ça a été un peu l'année de la petite consolidation de la restructuration du service. La question de la rémunération, d'un moment, il faut aussi se la poser. Et beaucoup de médecins qui nous ont quittés nous ont dit à un moment donné, on a discuté tout à l'heure, si tu veux, moi, on discutait ouvertement, mais ils disaient, on propose, si tu veux, un poste équivalent à ce que j'ai, et on paye à peu près 1 500 € net par mois en plus. Et forcément, au bout d'un moment, on a du mal à tenir la comparaison. Donc, s'il y a une petite différence et qu'on peut compenser par autre chose, ça peut le faire. Mais là, sur des différences de salaire, de rémunération aussi grandes, c'est compliqué de tenir un peu la comparaison. Donc là, on a remis aussi en cause toute notre politique de rétribution auprès des médecins, qui pour la plupart, sauf un, sont des agents contractuels. Donc là, on a une latitude sur le niveau de rémunération et notamment sur le niveau de régime indemnitaire et système de prix. Parce que normalement, il faut être attractif. Si on ne l'est pas, notamment à travers la rémunération, on ne peut pas les faire venir chez nous. Mais il n'y avait pas que ces questions-là qui revenaient quand même dans les critiques des médecins qui nous avaient quittés. Il y avait l'aspect pluridisciplinaire. Ils se sentaient parfois un peu seuls dans leur exercice professionnel, sur leur territoire, dans leur petit lieu de visite médicale, en pays de Pau, en pays de Bray. Et à un moment donné, on a bien compris que ce qu'ils voulaient, c'était aussi compter sur une structuration, une organisation avec des confrères, des consoeurs avec lesquels ils peuvent échanger, mais aussi avec d'autres profils plus administratifs à la rigueur, des juristes, avec un staff de secrétaires plus à l'écoute, plus disponible, et puis d'autres profils, des profils de psy, des profils de plus infirmières, des profils voilà, un peu différents et complémentaires. Et donc ça, on s'est dit, c'est sûrement quelque chose à creuser et à développer. Et puis toujours, le développement du réseau. Quand on recrute un médecin, on lui dit peut-être que tu connais d'autres médecins qui sont aujourd'hui pas forcément tentés par l'expérience, parle-en par rapport à la manière dont ça se déroule, et a priori plutôt mieux qu'avant. Et donc ça a commencé à faire son effet, et c'est vrai que là l'amélioration a vraiment été notable en 2020 et 2021-2022. On a proposé une nouvelle revalorisation, enfin je veux dire, d'un moment, on posait la question, c'est-à-dire que, et on sondait combien étaient payés les médecins du travail dans un environnement géographique proche. Parce que maintenant, c'est ça aussi la vraie question. Alors nous, la règle, c'est quel que soit l'âge du médecin qui vient travailler chez nous, il y a la même base de rémunération. C'est-à-dire que là, on ne va pas différencier en fonction de l'âge du médecin. Par contre, on va donner une plus-value par rapport à l'ancienneté. Et ça, c'est assez important, c'est-à-dire que plus il reste chez nous, plus on peut proposer un système de primes et un régime indemnitaire supplémentaire pour fidéliser, parce que les faire venir c'est bien, mais les garder c'est encore mieux. On a aussi, à un moment donné, insisté sur la formation professionnelle, parce que la plupart des médecins qu'on a recrutés n'avaient pas la spécialisation, tout comme la plupart des infirmières qu'on a recrutées n'avaient pas la spécialisation de santé au travail. Là, il y a un investissement en formation à faire. À partir du moment où ils ont la volonté de se spécialiser, nous, on était complètement prêts
à payer les milliers d'euros que représentent ces formations spécialisées, que ce soit des UST ou pour la formation spécifique pour les médecins qui est co-organisée par les Pays de Loire et la Bretagne. C'est un investissement, c'est pas une dépense, c'est un investissement, et leur absence pour formation, vite fait, on va en récolter les fruits. Après, c'est des détails, mais le renouvellement du parc auto, ils passent pas mal de temps, ils ont pas mal de déplacements. Un petit Porsche Cayenne, c'est pas mal. Je plaisante. Je vois les gens m'en dire, non, on n'a pas les moyens. Mais ne serait-ce qu'une Clio avec une boîte auto, ou s'ils préfèrent un véhicule électrique pour plus de confort, c'est pas un investissement fort, mais au bout d'un moment, ils roulaient avec des vieilles Clio diesel un peu pourries il y a quelques années. Bon, ça, c'est un petit confort qu'on leur apporte en plus. Et puis, je vous le disais, renforcement de l'équipe pluridisciplinaire avec des responsables de services qui coordonnent, qui facilitent un peu leur boulot au quotidien. Et puis, 4 infirmiers aujourd'hui, 2 psys, la nouvelle est arrivée là, il y a à peine un mois. Toujours dans la politique de la démarche d'amélioration, on a toujours en tête l'idée de recruter de nouveaux médecins. On a dit aujourd'hui, on est plutôt content, mais pour répondre aux besoins, il faudra en demander quasiment le double si on voulait prendre un peu plus d'agents en gestion. Ça passe à travers notamment l'accueil d'un interne en médecine qu'on a eu pendant 6 mois, Mathieu, qui était un jeune médecin super sympa. On l'a intégré dans notre équipe dans le cadre de l'immersion de son stage. Et il a vécu une vie de médecin du travail auprès de ses confrères. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on pense important, parce qu'à l'avenir, on verra, mais je pense que Mathieu, je ne serais pas étonné que quand il aura fini sa thèse, j'espère en tout cas, il se posera peut-être la question, 1, de la médecine du travail, et 2, pourquoi pas, encore mieux, de venir ensemble de gestion. Alors, le résultat de ce que j'évoque, c'est donc 5 années de boulot sur toute la directrice de ce pôle-là, avec une équipe renforcée de médecins, une évolution significative du nombre de personnes prises en charge, c'est-à-dire qu'on est passé de mémoire 24 000 agents à maintenant un peu plus de 31 000 agents qu'on gère. On avait 19 500 en 2008 lors de la création du service, donc c'est une sacrée augmentation. Et puis, on commence à diversifier un peu, c'est-à-dire qu'on a des services de l'État, nous, on est vraiment à la base fonction publique territoriale, mais on a certaines directions de la fonction publique d'État qui, connaissant le développement de notre activité, sont venues nous voir en nous disant là, franchement, on a des difficultés, on n'arrive à trouver aucun médecin du travail, est-ce que vous pourriez accepter, par le biais d'une convention, de prendre à votre charge certains fonctionnaires de l'État? On l'a fait pour un certain nombre. On est un peu limité, on aimerait bien faire un peu plus, mais pour l'instant, on est à peu près à 1000 agents de l'État. Et on essaie de développer encore avec l'arrivée du 10e médecin qui est arrivé en septembre. En 2021, donc, il y a eu à peu près, pour se donner une idée, un peu plus de 22 000 créneaux de visites médicales et entretiens infirmiers, à peu près 100 actions de sensibilisation collective dans les collectivités au risque, un peu plus de 200 études ergo, 320 entretiens de psycho, et à l'époque on n'avait qu'une psychologue, donc on espère doubler un peu tout ça. Et puis on a, je vous engage à aller voir sur notre site CDG 76, pas mal de fiches de support, de vidéos dédiées sur les questions de prévention en milieu professionnel. Ce retour d'expérience, simplement pour vous dire qu'on a bien conscience que nous aussi, on est un peu des miraculés, parce que si on regarde il y a à peu près 5 ans, on était clairement au bord du gouffre, et qu'aujourd'hui, c'est pas complètement impossible de restructurer un service de santé au travail, même si c'est objectivement compliqué. Ce qu'on en ressort, nous, c'est que si on a réussi, c'est subjectif, en tout cas on a réussi à avoir plus de médecins, je crois que ça fonctionne plutôt bien, et il reste, ils ne partent pas. C'est lié notamment à plusieurs éléments. La pluridisciplinarité, ça je l'ai évoqué. Alors nous, ça se matérialise de manière très concrète. Une fois par semaine, tous les vendredis matins, toute l'équipe est réunie. Tous les vendredis matins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visite médicale, sauf exception, il n'y a pas trop de visites dans les collectivités le vendredi matin.
parce que toute l'équipe du pôle santé prévention se retrouve, c'est-à-dire tous les médecins, toutes les infirmières, tous les ergonomes, tous les ingénieurs IPRP, toutes les psy maintenant. On réfléchit peut-être à avoir une assistante sociale, c'est une réflexion pour renforcer cette pluridisciplinarité. Et ça crée une espèce d'émulation qui est plutôt sympa dans la convivialité, et surtout ça apporte à des réponses que les médecins n'ont pas toujours entre leurs mains, puisque leur exercice professionnel, à un moment donné, il est limité justement à l'aspect médical. Et on sait très bien que des situations individuelles d'agents ou de collectivités débordent largement de l'aspect purement médical. Donc ça, c'est un aspect dont ils nous font le retour, et s'ils sont venus et s'ils restent, c'est qu'ils ne se sentent plus du tout seuls, puis à un moment donné, ils disent, bah, là, cette partie du dossier, elle est plus juridique, ou elle est plus sociale, ou elle est plus sur l'aspect psychologique, et du coup, je passe le relais à un de mes collègues, et on en discute, et comme ça, nous, on est plutôt bons sur le résultat final, sans empiéter sur le temps de ces médecins qui est précieux. Les conditions de travail, on en a parlé, ça c'est en partie la rémunération, mais pas que, les aspects matériels, les horaires, les locaux, on sait très bien, ça aussi c'est un aspect important, les horaires. À un moment donné, quand un médecin qui est en libéral fait le choix de quitter son exercice libéral pour basculer éventuellement vers la médecine de prévention, c'est aussi parce qu'il souhaite retrouver une qualité de vie personnelle et n'a pas envie de rentrer 21h le soir, parce que malheureusement, des médecins libéraux qui, 21h, je suis gentil, j'en ai connu, c'était même plus de 22h, il y a encore de la lumière dans le cabinet. Ça aussi, c'est un aspect hyper important, c'est de leur dire, voilà, on attend de vous, vous soyez évidemment productif avec un travail effectif, mais on respecte aussi votre vie privée, et s'il faut que vous partiez à 17h ou 18h, parce que vous avez votre vie personnelle, on le respecte tout à fait. Les moyens informatiques, ça aussi, on leur donne du bon matériel. On parlait des voitures, mais avoir un bon PC portable performant, un bon logiciel. On bosse sur Metra, le logiciel qu'on a développé complètement en interne à notre main par rapport à la médecine du centre de gestion. La formation, beaucoup, pas que la formation initiale, ça aussi, il nous faut un retour, c'est important. Comme je m'occupe de la formation de l'ensemble des agents du CDG, ils sont largement privilégiés, mais parce qu'ils en ont besoin, au bout d'un moment, d'être remis à jour dans leur connaissance médicale. Et en moyenne, je dirais qu'un médecin en formation continue, il y a au moins en moyenne 6-8 jours de formation par an, c'est le minimum. Et ça aussi nous disent, allez par exemple chez Alphometra, qui est un organisme de formation spécialisé sur Paris, sur la thématique des maladies respiratoires ou sur des problématiques de la déficience visuelle, des choses comme ça, c'est quelque chose qui leur est nécessaire. Aller sur des forums, sur des lieux où ils se rencontrent entre professionnels, on leur laisse cette liberté, évidemment, si d'y aller. Voilà, qui on tient compte un peu de l'aspect aliment des salaires par rapport à la pratique du privé, même si on ne s'alignera jamais complètement. Donc, confraternité, transversalité, esprit d'équipe, les journées où on est tous ensemble, et puis un management où on doit respecter l'exercice médical dans son aspect déontologique. On n'a pas interféré dans le travail des médecins, c'est leur boulot. Par contre, on a interféré dans l'organisation, la coordination de l'activité des médecins avec les autres, les ingénieurs, les ergonomes, les infirmières, les psys, etc. Et ça, ils apprécient qu'on soit en support et qu'il y ait des juristes qui soient à leur écoute dès qu'ils en ont besoin sur une partie du traitement du dossier qui sera plus administratif. Et moi, donc, en tant que référent, notamment handicap aussi. Voilà. La petite présentation, ça devait vraiment être simplement un retour d'expérience pour démontrer que c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était vraiment mal, et avec quelques idées, une forte volonté portée par nos élus et une directrice de service, on peut réussir à reconstruire un service de santé au travail et de prévention. Est-ce que vous avez des questions? Alors, mon collègue de l'hôpital de Havre, oui. Ouais, le plan santé aux travailleurs de fonction publique, qu'est-ce que ça modifie chez vous? Est-ce qu'il y a des modalités de remise en cause? Est-ce qu'il y a des priorités de... Évidemment, enfin, quand on ne va pas le décliner peut-être maintenant, à moins que vous en parliez dans votre présentation,
Évidemment, le plan de santé au travail, il a une déclinaison immédiate sur toute l'activité des ingénieurs IDRP, des médecins du travail, des infirmières. On va évidemment caler toute l'activité en fonction de ses actualités, de ses priorités, notamment pour alerter les collectivités, pour leur dire attention, il y a des obligations légales qui évoluent, et donc nous on est là aussi pour les alerter sur l'aspect juridique et puis après sur la mise en place de l'évolution nécessaire par rapport à ces nouveaux textes. Donc oui, ça a une part hyper importante et on se doit d'être super actif. Et c'est là où en fait, travaillant dans la pluridisciplinarité et notamment avec des juristes, mine de rien, c'est assez important parce qu'on va aussi aller faire, par exemple, de la sensibilisation par rapport à des nouveaux textes, des nouveaux décrets, des ordonnances qui vont sortir. Et là, l'avantage, c'est comme on a des juristes, c'est pas forcément que des médecins qui vont intervenir, mais on va avoir des juristes qui vont aller auprès des élus locaux, des DRH, des DG, pour dire voilà, la réglementation évolue, attention, il y a des obligations, vous, en tant qu'employeur, que vous devez encore plus respecter qu'avant. Et donc ça fait partie de la politique de la sensibilisation et de la prévention. Pas d'autres questions pour pas trop qu'on déborde? Merci beaucoup. Moi, je suis je suis directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre. Je vais essayer de revenir en quelques slides de présentation un petit peu sur les interrogations que m'ont évoquées la question du plan de santé au travail dans la fonction publique. Je dois avouer qu'avant que vous me posiez la question, je n'avais pas lu le plan de santé au travail dans la fonction publique, ce qui est vraiment une erreur. Et ça m'a permis un petit peu de refaire le point, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire, et c'est heureux dans ce plan de santé au travail dans la fonction publique, mais ça permet de recouper un certain nombre de thématiques que l'on recoupe dans beaucoup de structures publiques, et de faire un petit peu le point sur ces situations. Donc, comme mon collègue, je le redis, je vais rien de révolutionnaire dans la présentation, mais un petit peu le point sur ce qu'on fait au groupe hospitalier du Havre sur ce sujet. La question de la santé au travail au groupe hospitalier du Havre, d'abord, c'est de voir un petit peu quel est cet établissement, le groupe hospitalier du Havre. Ces 3 sites principaux. Alors, on a différents sites qui sont un petit peu partout sur le territoire, mais 3 sites principaux qui couvrent un petit peu l'intégralité des activités sanitaires et certaines activités médico-sociales, et puis toute une partie logistique sur lesquelles j'insiste régulièrement. On va y revenir sur ce point. Donc, au total, le groupe hospitalier du Havre, c'est 4500 professionnels médicaux et non médicaux qui ont une activité de service public hospitalier avec une exigence en termes de permanence et de continuité des soins. Je ne vais pas revenir en détail sur les activités, simplement pour insister sur le fait qu'on a aussi des activités à caractère logistique et technique. On a une blanchisse hospitalière, on a une unité de restauration, et les enjeux en termes de santé au travail sur ces catégories professionnelles sont aussi très importants. Au total, sur ces 4500 professionnels, je vais plus particulièrement moi parler des personnels dits non médicaux, donc pas les médecins, puisque je n'en ai pas la responsabilité. On a à peu près 4000 ETP sur l'établissement. Pour rétablir un petit peu les chiffres par rapport à ce qu'on peut entendre parfois au niveau national, 80% de soignants dans un hôpital public, le groupe hospitalier du Havre est un peu comme tous les établissements, 80% de soignants, dont à peu près un tiers des effectifs de l'établissement qui sont infirmiers. Parmi ces effectifs, on a traditionnellement un taux d'absentéisme sur le groupe hospitalier du Havre qui est d'à peu près 10%, avec évidemment un taux un peu plus important encore sur des professions qui sont soumises à des risques professionnels, notamment des risques physiques assez importants comme les aides-soignants ou nos agents de bio-nettoyage, avec des taux qui atteignent parfois les 14 ou les 15%, et puis principalement une absence liée à la maladie ordinaire et au congé de maladie longue durée. Concrètement, 10% d'absentéisme sur le groupe hospitalier du Havre, c'est 105 000 journées d'absence, et principalement des absences plutôt longues, puisque 70% de ces 150 000 jours d'absence correspondent à des absences de plus de 200 jours. Donc un vrai enjeu sur cet accompagnement-là des professionnels en absence longue. C'est un secteur qui a de multiples activités, le secteur hospitalier, je le disais, et donc des risques professionnels assez importants. Je vais revenir tout à l'heure sur la question du document unique. Voilà, on a une cartographie dans le document unique avec plus de 820 occurrences, donc un gros document unique, et des risques assez diversifiés, à la fois physiques, chimiques, biologiques,
sur nos activités de laboratoire, de pharmacie. Et évidemment, une aussi grande structure a énormément de risques psychosociaux. Quelles actions, du coup, on mène par rapport à ça? Alors, axe 2 du plan de santé au travail dans la fonction publique, j'ai bien révisé. La prévention des risques professionnels et évidemment ce bon vieux document unique qui constitue la base de l'analyse de l'évaluation des risques professionnels. Bon voilà, là encore rien de révolutionnaire sur ce point. L'enjeu pour un document unique, c'est qu'il soit fiable, c'est-à-dire qu'avec plusieurs centaines de services dans l'établissement, il faut qu'il soit le plus exhaustif possible et en même temps qu'il soit lisible. Parce qu'on va y revenir, il faut pouvoir s'y retrouver. L'objectif de document unique, c'est pas qu'il serve à caler le bureau du DRH, mais vraiment qu'il soit utilisé comme le document de référence pour la prévention des risques professionnels. Quand on regarde l'historique sur ce sujet au groupe hospitalier du Havre, on voit qu'on a tâtonné avec un document unique qui est le fruit, un petit peu un millefeuille du travail de nombreux professionnels, souvent stagiaires au départ, et puis ensuite des professionnels non spécialisés, et enfin aujourd'hui un préventeur des risques qui est vraiment en charge de l'animation de cette thématique, donc avec une alternance entre des documents uniques recensant 67 000 situations, donc là très exhaustif, mais pas du tout utile. Et puis une autre partie, un autre volet, c'est le document unique qui fait 10 pages, mais qui est très bien pour le directeur des ressources humaines qui le lit très vite, mais qui n'a aucune pertinence pour mener une politique de prévention des risques professionnels. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir un document unique qui allie ces deux aspects, un volet synthétique pour avoir quand même une vision transversale au niveau de nos différents services, et puis un volet très opérationnel service par service. On va voir que l'objectif pour nous, je passe rapidement, c'est que ce document unique soit approprié non plus par les acteurs RH de la DRH, les membres de notre CHSCT, mais aussi par les équipes et par leur cadre, pour que ce soit un instrument de l'amélioration de la qualité de vie au travail sur le terrain, qu'il y ait vraiment dans la dimension managériale une dimension préoccupée sur les risques professionnels, qu'on ait aussi cette préoccupation, nous, en termes de gestion des carrières. Là aussi, rien de révolutionnaire, c'est des choses qu'on entendait sans doute déjà qu'on entend sans doute déjà depuis plusieurs années. Mais effectivement, il faut que cette question de la prévention, de l'anticipation des deuxièmes parties de carrière soit un élément de notre politique RH. Et effectivement, on a des projets à mener sur ce point. Je voulais juste évoquer la question de la prévention. Donc, une étude a été faite transversale sur l'ensemble du groupe hospitalier du Havre sur la question du circuit du linge, depuis blanchisserie hospitalière jusqu'à l'arrivée et le départ du linge dans les services. C'est évidemment un risque de TMS assez important qui est identifié. Et donc, quels outils on peut utiliser avec, par exemple, dans les prochains mois, la volonté pour le groupe hospitalier du Havre d'acquérir un certain nombre d'exosquelettes qui seront utilisés par les professionnels à la blanchisserie, qui seront sans doute utilisés aussi de plus en plus par nos agents dans les services hospitaliers pour ces questions-là et sans doute pour d'autres questions. Il n'y a évidemment pas que la question du circuit du linge. Axe 4, je crois, ou 3 du plan de santé au travail dans la fonction publique, la lutte contre la désinsertion professionnelle. Deux thématiques, là aussi assez classiques, la question des reclassements. Les enjeux du secteur hospitalier, c'est qu'avec l'allongement de l'âge de départ à la retraite, les tensions que vous connaissez sur la charge de travail dans les services hospitaliers, de plus en plus d'attentes et de demandes qui nous arrivent pour des aménagements de postes et des situations d'inaptitude. À côté de ça, une raréfaction des solutions internes. C'est bien beau d'avoir une obligation de reclassement, mais qu'on n'a pas de poste ou très peu de postes à proposer. Il y a vraiment cet enjeu-là. Les hôpitaux publics ont été soumis à un enjeu de transformation de l'offre de soins et des services hospitaliers qui a réduit la part des fonctions support. Or, dans la grande majorité des cas, on vous dit reclassement sur un poste administratif. Oui, d'accord. C'est pas aussi simple d'une part, puisqu'on a eu tendance quand même plutôt à faire les efforts sur les secteurs administratifs. Et puis, dernier point, inadéquation entre l'offre et la demande. Un poste administratif, ça veut rien dire. Il y a une diversité, une professionnalisation, une spécialisation aujourd'hui des fonctions administratives comme les fonctions soignantes, les fonctions techniques. Et derrière, il faut être capable de mettre en place un accompagnement pour nos professionnels afin qu'une aide-soignante de 53, 54 ans, avant d'envisager son reclassement, la première question qu'on lui pose en général, c'est est-ce que vous maîtrisez les outils informatiques? Est-ce que vous maîtrisez Word, Excel? Souvent, la réponse est non. Et avant de construire un véritable projet de reclassement, on met en place ces compétences de base pour permettre de les accompagner.
Les questions d'aménagement, là aussi je passe assez rapidement pour ne pas vous retarder. L'enjeu de l'obligation de reclassement est un enjeu que connaissent toutes les structures publiques et privées. Ce qu'on essaye de mettre en place au groupe hospitalier du Havre, là aussi c'est une information la plus claire et la plus rapide possible à nos professionnels sur ce que doit faire et ce que va faire le groupe hospitalier du Havre pour les accompagner. De ce point de vue-là, depuis maintenant 1 an, ma volonté, c'est justement que cette présentation-là, elle soit faite au plus haut niveau, c'est-à-dire que c'est au plus haut niveau, au niveau directeur des ressources humaines, c'est moi qui les reçois pour leur expliquer à tous ces professionnels qui sont confrontés à des situations d'inaptitude. Donc là, on n'est plus sur la question de l'aménagement de poste, pour leur expliquer quelle va être la conséquence et quelle va être la logique d'accompagnement de l'institution, avec des simulations qui leur sont données, une explication sur ce qu'on peut faire en termes de reclassement interne, mais aussi les inviter, dans une période qui est très compliquée évidemment pour eux, à se lancer dans des projets lorsque c'est évidemment possible, et en leur expliquant qu'on est capable, nous, de les accompagner sur ces projets-là, parfois avec des réussites plus faciles que lorsque leur seule attente, c'est des choses que je pense que certains d'entre vous ont vécues, c'est de dire moi je suis inapte, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors, on sait très bien que la question n'est pas aussi simple et que derrière il y a un besoin de temps et d'accompagnement pour permettre aux professionnels de reconstruire un projet professionnel et non pas seulement de bénéficier d'un poste reclassé, mais véritablement de changer de métier. Avec l'objectif d'éviter les situations bloquées qui sont à la fois coûteuses pour l'établissement. Dans notre taux d'absentéisme, on a effectivement un grand nombre de situations d'agents qui sont confrontés à ces situations de restrictions très importantes sur leur poste de travail, voire d'inaptitude, qui sont très difficiles à vivre pour les agents qui ont l'impression que l'établissement ne souhaite pas les accompagner et qui sont complexes à accompagner pour nous et qui ont un impact évidemment sur notre absentéisme et donc le fonctionnement de nos organisations. Je parle ici aussi de l'éternelle question de la deuxième partie de carrière en soulignant que sur un tout autre contexte, on a des expériences qui sont intéressantes. Je parle du ministère des Armées. Le ministère des Armées, tous les ans, doit recruter, on voit souvent cette publicité, 15 000, 16 000 personnes. Ça veut aussi dire que chaque année, 15 000 à 16 000 personnes du ministère des Armées doivent rebasculer dans le secteur civil. Et donc, ils ont mis en place depuis déjà plusieurs années tout un accompagnement sur ce point en termes de formation, en termes d'accompagnement de leurs agents qui savent déjà qu'ils vont devoir avoir une deuxième partie de carrière. Politique handicap, je vais passer très rapidement, simplement pour dire qu'il faut passer de cette question du reclassement général pour les hôpitaux publics à une question d'accompagnement sur une vraie politique du handicap, avec une structuration de la démarche. Évidemment, on n'a pas de mal, malheureusement, au regard de nos enjeux de reclassement, à remplir notre obligation d'emploi. Mais il faut être capable de voir un peu plus loin sur cette politique du handicap. Au groupe hospitalier du Havre, ça s'est fait en 2 temps. Premier temps, de façon assez pragmatique, depuis 2011, la structuration d'actions pratico-pratiques en faveur du handicap, une cellule avec 2 professionnels un peu en charge de ces sujets à la direction des ressources humaines, des demandes d'aide financière, alors c'est pas 35 € en 2017, c'est un peu plus, c'est 35 000 €, et la structuration d'un partenariat avec Cap Emploi depuis 2019, et puis du coup la volonté à travers ces actions-là d'aller quand même un peu plus loin avec la structuration d'une convention. Donc on passe d'un engagement de 35 000 € pour le FIPHFP à un engagement de 319 000 €, avec un axe traditionnel, les axes 2 et 3 qui concernent le reclassement et la reconversion, mais aussi les questions de recrutement sur lesquelles on est traditionnellement un peu plus en retrait et sur lesquelles on a besoin de pouvoir accompagner des professionnels en apprentissage, en service civique, et évidemment de sensibiliser notre encadrement sur ces thématiques-là. Je passe assez rapidement pour redire juste un point sur la question de la structuration des réseaux d'acteurs. Alors, je n'ai pas une réussite aussi importante que le CDG, mais en 2021, quand je suis arrivé, le groupe hospitalier du Havre n'avait aucun médecin du travail présent dans l'établissement, seulement un médecin vacataire qui venait une fois tous les 15 jours. C'était un petit peu compliqué de mener toute cette politique de santé au travail sans avoir un acteur interne présent pour nous accompagner. Et puis évidemment, on le disait là aussi, quand vous avez personne, c'est plus difficile de faire venir la première personne puisqu'elle aura à gérer toute seule l'intégralité du service de santé au travail et l'accompagnement des 4500 professionnels. On peut quand même s'appuyer au groupe hospitalier du Havre sur le fait que nous avons des médecins, par nombre important sur toutes les spécialités. Certains médecins sont confrontés sur leur deuxième partie de carrière, comme tout professionnel, à des questions de reconversion.
Et donc on a accompagné l'année dernière, et on va accompagner à nouveau cette année, des médecins sur un statut de collaborateur médecin pour devenir médecin du travail. C'est une formation en 4 ans qui est accompagnée par le CHU de Rouen, le PIPH du CHU de Rouen, et qui nous permet aujourd'hui, grâce à cette collaboration, d'avoir du temps de médecin du travail et une perspective un petit peu plus joyeuse sur cette question des acteurs de la médecine de prévention. Voilà en quelques mots, j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Combien vous avez d'agents déclarés inaptes en moyenne depuis, je crois, de 50 ans? Réellement déclarés inaptes, alors je n'aurai pas le chiffre exact. Je sais qu'on a des agents qui sont en situation d'attente de retraite pour invalidité, à peu près 25 qui sont sûrs de passer en retraite pour invalidité. Et globalement, je dirais en situation d'inaptitude, on est de l'ordre de 100 à 120 situations réellement d'inaptitude. Mais après, je ne parle pas de toutes les situations où on a des aides-soignants dont on nous dit qu'ils sont encore aptes à leur fonction d'aide-soignant, mais pas dans les services de soins, ou alors avec des restrictions importantes de port de charge de moins de 5 kg. Ce n'est pas la réalité de nos établissements. Donc là, je pense que si on intégrait également ces situations qui ne sont pas juridiquement des situations d'inaptitude, puisqu'on n'a pas de déclaration d'inaptitude par un médecin agréé, on serait sur plutôt 200 à 300 situations. Sur votre intervention, c'était rapide d'ailleurs. Désolée de vous dire, c'est un petit peu rapide pour un monsieur. Alors peut-être que je n'ai pas tout intégré. Mais ce que j'ai regardé, c'est au niveau de l'hôpital, vous parlez du médecin du travail. C'est pas le médecin du travail du groupe hospitalier. On ne parle pas trop du médecin du travail. Déjà, la structure, je n'ai pas trop suivi sur le médecin du travail, sur l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce que vous en avez fini, un peu comme ça se fait dans le privé, où le service de santé au travail du groupe hospitalier du Havre, donc les médecins du travail avec la difficulté que j'ai évoquée. On a 2 infirmiers de santé au travail, 2 assistantes administratives, une psychologue du travail. On a aussi, alors qui n'est pas rattaché au service de santé au travail, une assistante sociale du travail, qui est rattachée à la direction des ressources humaines. Et on s'appuie sur, pas une ergonome, mais on a un ergothérapeute qui travaille pour l'institution et auquel on recourt sur certains de nos projets. Ça veut dire que vous n'avez pas de médecin du travail en tant que tel? En tant que tel, aujourd'hui, on n'a pas de médecin du travail. Nos compétences médicales en médecine du travail, c'est le médecin retraité qui est parti en 2019, qui est revenu depuis que ses 2 confrères sont arrivés. Un médecin du travail vacataire qui vient une fois tous les 15 jours, on continue à recourir à ses services. Le premier médecin collaborateur qui est présent sur le site à hauteur de 60%, et au fur et à mesure de sa formation, il acquiert une délégation de tâches qui lui permet d'exercer une partie des fonctions. Et un deuxième médecin collaborateur qui a commencé sa formation en septembre et qui donc dans les prochains mois pourra être détaché sur une partie de son temps chez nous. On regarde les problématiques de recrutement, on a entendu la problématique du CDG, celle que vous avez vue, on entend aussi la même chose dans les centres inter-entreprises. Serait-il possible de mutualiser, sachant qu'il y a des contrats un peu différents entre les contrats publics territoriaux, celui de la santé et ce contrat pour un privé dans les centres inter-entreprises. Autant imaginer une mutualisation, du partage. C'est une partie. Pour répondre à monsieur, ça fait partie d'un des axes du plan de santé au travail. C'est-à-dire qu'il y a la question de la mutualisation de la médecine du travail. Et évidemment, il faut essayer d'y tendre. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre niveau en intégrant des agents de la fonction publique de l'État, alors même que logiquement, on ne devrait pas les gérer. Maintenant, mutualiser jusqu'à un système privé-public, on peut y réfléchir, je ne sais pas. Le même avis, c'est difficile de partager la pénurie. Finalement, même en santé, 8 c'est pas assez, 10 c'est pas assez, 2 c'est pas assez. Donc on a des sollicitations. Je suis sollicité, on est le groupe hospitalier du Havre et l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire en lien avec d'autres établissements publics de santé sur les SURGSM. On a des sollicitations de la part de nos collègues déjà hospitaliers auxquels on ne peut pas répondre
Donc oui, dans l'idéal, partager, bon, c'est des choses que je discute à peu près régulièrement avec mes collègues. Maintenant, ça reste fragile et compliqué. Puis comme on disait, il faut faire attention à nos médecins du travail que l'on a, de ne pas leur rajouter une charge de travail supplémentaire qui va les faire fuir, alors que notre objectif est plutôt de fidéliser. D'ailleurs, ce que vous disiez sur le fait de faciliter justement l'envie de venir dans vos services avec la rémunération, le véhicule, etc. Mais je dirais que c'est valable aussi pour l'ensemble des acteurs de prévention. C'est important aussi au niveau des horaires, mais c'est valable aussi pour l'infirmier. C'est la même chose. Alors là, je dirais qu'on a un petit avantage dans la fonction publique territoriale, c'est qu'on récupère pas mal d'infirmiers, d'infirmières de chez mon collègue, ça c'est clair. Enfin, depuis la crise du Covid, on ne va pas se mentir. On a eu, nous, beaucoup de candidatures d'anciennes infirmières qui ont mal vécu, et on peut le comprendre, compte tenu des circonstances de la crise Covid, et qui aujourd'hui, très clairement, sont prêtes à abandonner leur poste qui est assez contraignant par rapport à leur vie privée, puis émotionnellement ça a été difficile à vivre. Et du coup, je dirais que là aujourd'hui, pour nous, fonction publique territoriale, c'est moins compliqué de recruter des infirmières diplômées d'État. Alors elles sont très rarement diplômées en médecine du travail, mais c'est pas grave, on finance, comme je l'ai dit tout à l'heure, le DIUST. C'est vrai que là, je pense que pour la fonction publique hospitalière, c'est plus compliqué avec ce qui s'est passé. Mais sur la question des acteurs, notamment des infirmiers de santé au travail, on a quand même des enjeux de reclassement sur nos professionnels infirmiers. J'en ai quand même reçu quelques-uns récemment qui me disaient « Moi, j'ai pour projet de devenir infirmier de santé au travail ». Alors je leur dis « Au groupe hospitalier du Havre, pour l'instant, tous nos postes sont pourvus. Mais si vous avez des projets, nous, on peut les accompagner en termes de formation, ces professionnels, pour qu'ensuite, après, ils puissent basculer sur d'autres structures, d'autres établissements. » Pour revenir sur la mutualisation de la pénurie, et aussi revenir sur la question qui a été posée sur les avis d'inaptitude, dans le privé, je suis dans les instances d'un service de santé de prévention au travail d'entreprise. En 2021, il y avait, les chiffres ne sont pas exacts, mais ça donne des ordres de grandeur. C'est à peu près 75 000 salariés qui sont suivis. En 2020, il y avait 350 ou 360 licenciements pour inaptitude. En 2021, il y en avait 602. Et quand on a pointé cette année au mois de mai, on était sur une courbe qui nous mettrait au-dessus de ce qu'on avait vu en 2021. Et quand on regardait le rapport, on s'apercevait que, alors je ne sais plus si ça correspondait aux 350 ou aux 600, il y avait eu 40 avis de médecins de réorientation des salariés licenciés pour inaptitude. Donc en fait, sur les chiffres que vous dites, bon, il y a les chiffres tels qu'ils sont, mais il y a surtout où ils vont, enfin, d'où ils viennent, où ils vont, et comment on fait sur ces phénomènes de désinsertion professionnelle. Dans le plan santé au travail public, on en est au 4e, c'est l'axe numéro 2, quoi. Alors c'est pas tout à fait pareil dans le public, c'est le premier plan en santé au travail dans le public, qui reprend les mêmes axes en général, et qui sont déjà les axes qui étaient déjà développés dans les politiques de santé privées ou publiques. C'est plutôt un outil pour faire converger un certain nombre d'efforts vers des priorités qui sont déterminées globalement. Mais ça, public-privé, la pénurie, c'est pas que dans la médecine du travail, hein, la pénurie des soignants, et en même temps, dans le monde du travail, cette explosion à cause d'intensification du travail, de rallongement des carrières, de modes d'organisation qui sont peut-être plus éprouvants pour les gens. Donc on a quand même un effet ciseau assez important entre cette pénurie de ressources et cette augmentation du risque de désinsertion professionnelle. Ouais. À mon échelle, en tant que référent handicap et chargé de mission des questions de reclassement sur les collectivités de la Seine-Maritime, très clairement, en 10 ans, j'ai vu une évolution des choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu assez peu et tant mieux d'inaptitude, mais la majorité des inaptitudes qu'il y avait il y a une dizaine d'années, c'était pour des raisons purement médicales. Ce que je constate depuis maintenant 5 ans à peu près, c'est qu'il y a de plus en plus d'inaptitudes pour des raisons médicales psychiques.
Et beaucoup d'inaptitudes sont la conséquence de risques psychosociaux, là je suis entièrement d'accord avec vous, et je sens qu'il y a bien une inversion de ce type-là. On voit bien qu'aujourd'hui, le milieu du travail est manifestement de plus en plus maltraitant, et c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les fonctions de nos ingénieurs en prévention des risques professionnels, parce qu'avant on parlait du risque professionnel lié aux matières dangereuses, aux gestes et postures, etc. Aujourd'hui, le risque important et sur lequel il faut absolument sensibiliser, c'est clairement, pas que, mais aussi les risques psychosociaux. Et là, nos ingénieurs, mais aussi nos médecins, nos infirmières, ont complètement intégré ça, et on n'a pas attendu le plan de santé au travail pour travailler là-dessus, mais ça marque bien noir sur blanc, c'est aujourd'hui une problématique qui enfle et qui fait de plus en plus de dégâts. Juste, j'en mets une couche et puis après, je rends le micro. Il y a une revue qui est un peu l'organe de presse des complémentaires de santé pour le privé, qui s'appelle Santé et Travail, qui a sorti en janvier 2018, donc ça commence à dater, des chiffres d'une étude qu'ils avaient menée de 2012 à 2017. Et ils disent, entre 2012 et 2017, les pathologies mentales liées au travail ont été multipliées par 7. Voilà. Pour essayer de donner, alors forcément, on pourrait minimiser en disant qu'il y a un effet déclaratif, c'est la mode, on voit ça partout, mais il n'y a pas que ça quand même, et on est face à un phénomène qui frise le problème de santé publique. D'où aussi le fait de développer la formation des managers. Évidemment, il n'y a pas que la prévention primaire. Ou alors peut-être on peut considérer que la formation des managers est quelque chose qui doit faire partie de la prévention primaire, pourquoi pas. Parce que le management par la bienveillance, on en parle beaucoup, maintenant il faut que les gens soient sensibilisés et formés pour savoir un peu mieux répondre et exposer un peu moins les agents qu'ils encadrent. Peut-être pas, enfin, c'est rarement volontaire, mais parce qu'eux sont eux-mêmes sous pression, ils finissent par reporter ces RTS sur les agents qui finalement sont eux en bout de ligne. Juste ajouter qu'en tant que représentant du FIPHFP, depuis 2 ans, on intègre vraiment les problématiques de handicap psy. On a publié d'ailleurs un guide du handicap invisible qui intègre le handicap psy avec des conseils sur comment manager, comment accueillir, comment détecter les signaux faibles, les mots à éviter, les postures à éviter vis-à-vis de personnes qui souffrent de ce type de trouble. C'est qu'un début, c'est-à-dire qu'on n'a fait qu'une partie, alors que parallèlement ça se développe clairement, sachant qu'on inclut désormais dans les reconnaissances de handicap, bien sûr, ces troubles psy. J'en profite pour indiquer qu'on inclut bien sûr aussi les troubles 10, les troubles de type déficience mentale, de type TOC, TIC, etc., donc AVE, bien entendu. Voilà, donc cette palette-là de troubles est de mieux en mieux reconnue. Et on essaye, enfin il faut qu'elle soit de mieux en mieux prise en compte dans le milieu du travail, ce qui n'est pas simple. Moi je vois bien que quand on parle à nos employeurs publics, puisqu'on est là pour les inciter à embaucher, on leur parle d'embauche 2 personnes souffrant de dyslexie, ça va. Si on leur parle de quelqu'un qui est bipolaire, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Voilà. Parce que c'est mal connu. Alors j'invite aussi, puisque le HIPA en va parler, il y a désormais des formations qui s'appellent les PSSM, les premiers soins en santé mentale. Ça c'est proposé dans toute la France, et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait généraliser. Moi je vais faire début novembre. Voilà, c'est nouveau, mais ça vaut le coup, ça dure 2 jours en présentiel, et je pense que ça vaut le coup d'être au moins regardé. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie beaucoup, donc, M. Verger, M. Parda, d'avoir été vite aussi, même un peu trop vite, j'ai compris, mais il y a un atelier pour ceux qui le souhaitent, on a déjà largement dépassé l'horaire, voilà. Donc merci pour votre présence et vos questions, votre attention, et n'hésitez pas, nos animateurs sont là, encore quelques minutes je pense.